Ton temps ici est terminé. Les mots de Marla m'ont transpercé comme des éclats de verre. Son regard d'acier rencontra le mien, froid et inébranlable. Dans sa main tendue se trouvaient 2 avis d'expulsion froissés. Et ma langue s'est figée dans ma bouche et ma fille Ellie s'est agrippée à ma jambe. J'ai balbutié, de quoi parlez-vous? Sortez, tous les deux. Marla m'a jeté les papiers à la figure. Vous avez 2 semaines. C'est notre maison. J'ai crié. Tu n'as pas le droit de faire ça. Marla et moi ne nous étions jamais entendus, mais j'avais supporté ses attaques subtiles et son manque de chaleur pour le bien de mon mari. Dane n'a jamais pu voir la manipulation qui se cachait derrière son agressivité passive. Notre histoire d'amour de conte de fées s'est rapidement épanouie. En l'espace d'1 an, je me suis mariée, faisant confiance à Dane pour m'offrir la vie stable à laquelle j'aspirais. Mais mon prince charmant avait un défaut. Sa mère autoritaire. Nous avons trouvé un compromis en vivant dans la vaste maison d'hôte de Marla, afin qu'elle puisse aider Ellie. Lorsque Dane est parti travailler à l'étranger, la dynamique a changé. Les vraies couleurs de Marla sont apparues. Ses demandes sont devenues des ordres. Ses critiques sont devenues des attaques vicieuses. J'ai perdu mon autonomie, mon sentiment d'appartenance. J'étais une visiteuse dans ma propre maison. Marla a souri, oh, mais je peux, et je le ferai. C'est ma maison, ma terre. Tu n'es rien d'autre qu'une invitée indésirable. Comment as-tu pu? Ma voix s'est brisée. Des années de blessures inexprimées remontent. J'ai tout abandonné pour cette famille. Marla s'est approchée, son souffle chaud sur mon visage. Pourtant, tu as tout pris à mon fils, ai-je reculé en titubant. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu l'as séduit en l'éloignant de moi, tu l'as retourné contre sa propre mère. Toi et ta progéniture n'avaient rien à faire ici. Ellie se mit à pleurer, serrant ma jambe plus fort. La rage et l'impuissance s'entrechoquaient en moi. Nous restons, dis-je fermement. Dane ne le permettrait jamais. Il nous aime. Quelque chose de sinistre brilla dans les yeux de Marla. Nous verrons bien. Elle monta en trombe à l'étage, ses pas résonnant au-dessus d'elle. Je m'effondrai sur le sol, Ellie se blottissant sur mes genoux. Mon esprit s'emballa face à la cruauté soudaine de Marla. Avais-je manqué des signes au fil des ans? Y avait-il des indices montrant qu'elle détestait mon existence même? J'ai pensé aux commentaires désobligeants, aux manipulations de culpabilité et à l'affaiblissement de mon rôle de parent. Oui, les indices étaient là depuis le début. C'est juste que je ne me suis pas permis de les voir, aveuglé par l'espoir et la confiance. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à mettre fin au plan de Marla. Avec Dane à l'étranger pour 6 mois de plus, je devais protéger cette maison moi-même. Pendant qu'Ellie dormait, j'ai marché jusqu'à la maison principale sous la lumière grise de l'aube. J'ai tapé le code avec des doigts tremblants. Un voyant rouge s'alluma. Accès refusé. Elle a changé les serrures. Je me suis précipité vers la porte latérale du garage. Elle était fermée à clé. La porte arrière aussi. Elle m'avait enfermé dehors pendant la nuit, comme un chien errant. Paniqué, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée et j'ai composé le numéro de Dane. Tout ce que j'ai obtenu, c'est un message automatique disant qu'il n'était pas disponible. J'ai appelé encore et encore. Je n'ai rien obtenu. La vérité s'est infiltrée dans mes veines comme de la glace. Marla avait planifié cela méticuleusement. Elle avait coupé mes liens, s'assurant que ses actions ne soient pas découragées. J'étais complètement seule. Mes cris tombaient dans l'oreille d'un sourd alors que les éclairs déchiraient les nuages noirs et meurtris. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. J'ai couru jusqu'à la maison d'hôte, ma fine chemise de nuit trempée et collante. Ellie était réveillée, ses yeux effrayés cherchaient des réponses dans les miens. J'y ai vu le reflet de ma propre impuissance. À ce moment-là, en fixant les yeux de ma fille innocente, une détermination sans faille s'est emparée de moi. Je ne nous laisserai pas finir dans la rue. Il devait bien y avoir de l'aide,
quelqu'un capable de déjouer les plans vicieux de Marla. Je me battrais bec et ongles pour protéger Ellie. Alors que le tonnerre grondait à l'extérieur, j'ai serré Ellie dans mes bras. Quoi qu'il en coûte, j'ai juré en silence que justice serait faite. La tempête a fait rage toute la nuit, nous enfermant, Ellie et moi, à l'intérieur de la maison d'hôte. À l'aube, les serrures n'avaient pas changé. Marla avait clarifié sa position. Nous étions des intrus. Mon téléphone bourdonna d'un message de sa part. Viens chercher tes affaires. Vous avez 1 heure. En portant des valises, Ellie et moi nous sommes précipités sous la pluie battante. Marla se tenait devant la porte d'entrée ouverte, nous observant avec des yeux étroits. Ma boîte à bijoux? Demandai-je alors qu'elle me suivait d'une pièce à l'autre. L'ordinateur portable de Dane? Ce n'est pas à toi de le prendre, a-t-elle dit. Je me suis retournée. Tu ne peux pas nous voler nos affaires. Et tu ne peux pas voler mon fils, a-t-elle crié. Prends ce qui te revient et sors. Je voulais la gifler. Mais les yeux effrayés d'Ellie m'ont arrêté. Nous avons travaillé dans un silence tendu. La présence de Marla était suffocante. Quand j'ai attrapé une photo de famille, Marla me l'a arrachée. Tu as perdu le droit de l'exposer quand tu m'as volé mon fils. A-t-elle ricané. Je n'ai pas volé Dane. J'ai pleuré. Nous sommes tombés amoureux. Ah, dit-elle en regardant Ellie qui se recroquevillait derrière moi. Tu as manigancé pour tomber enceinte et le piéger. Admets-le. Comment oses-tu? Lui répondis-je. Tu es monstrueuse. Marla s'est rapprochée, le regard enflammé. Sors avant que je ne te jette dehors moi-même. Mes mains tremblaient, j'avais envie de la griffer. Au lieu de cela, j'attrapai Ellie dans les derniers sacs. Marla nous suivit jusqu'à l'entrée. Si je te surprends encore ici, j'appelle la police, dit-elle. Tu me dégoûtes. Elle a claqué la porte avec fermeté. L'écho s'est répercuté dans mes os. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Gémit Ellie. On va trouver une solution, ma chérie. Je caresse ses cheveux mouillés. Ma détermination se durcit. Il devait bien y avoir de l'aide quelque part. Nous descendîmes péniblement la longue allée. Le portail s'est refermé derrière nous avec une finalité assourdissante. Je n'ai pas réalisé où nous allions jusqu'à ce que nous nous trouvions à l'arrêt de bus. Il n'offrait que peu d'abri contre la pluie mordante. Une femme âgée nous a regardés sous son parapluie. Marla, tu vas bien, ma chérie? J'avais envie de pleurer et de crier. Au lieu de cela, j'ai dit calmement que nous allions bien, merci. Je ne voulais pas accabler des étrangers avec mes problèmes. Je pouvais certainement m'en sortir. Le bus s'est arrêté en sifflant. Alors que nous montions à bord, le chauffeur a dit « Eh, pas de gens trempés dans mon bus ». Je me suis figée. S'il vous plaît, nous n'avons nulle part ailleurs. Les règles sont les règles, madame. Maintenant, descendez. La porte s'est refermée. Ellie gémit à nouveau. Ma façade stoïque se fissura. Nous étions trempés et sans abri à cause de la cruauté de Marla. Nous avons marché pendant une éternité, semblait-il. Mes talons détrempés me donnaient des ampoules aux pieds. Les pas d'Ellie ralentissaient. Finalement, je l'ai porté. Mes bras me brûlaient. La pluie s'est transformée en brune lorsque nous avons atteint le centre-ville. Mes chaussettes étaient râpées par les gravillons. L'épuisement et la faim me tenaillaient. Mais j'ai tenu bon, évitant les regards critiques des passants. Finalement, je me suis couché sur le banc d'un arrêt de bus, Ellie se recroquevillant à mes côtés. Je tremblais et j'étais vaincue, bloquée dans cet endroit étrange et sans cœur. Soudain, le banc s'est mis à trembler et quelqu'un s'est installé lourdement à côté de nous. Un grand barbu qui empestait l'alcool. Je me décalai, protégeant Ellie. Il me lorgnait. Dure nuit, ma chérie. Je peux te faire sentir très bien. Il a fait des gestes grossiers. Le dégoût et la rage m'ont envahi. À ce moment-là,
j'ai détesté Marla de toutes les fibres de mon être. Elle nous avait réduits à cela. Vulnérables, en danger, à la dérive. Sa vengeance n'allait pas seulement bouleverser mon monde, mais aussi détruire l'innocence d'Ellie. Alors que l'homme se rapprochait, j'ai serré ma fille contre moi. Avec une clarté glaciale, j'ai su que, s'il le fallait, je tuerais Marla à main nue pour protéger cette précieuse enfant. J'ai pris la main d'Ellie et j'ai fui l'ivrogne, dont les railleries résonnaient à mes oreilles. Mes jambes tremblaient et les larmes brouillaient ma vision, mais j'ai continué à courir jusqu'à ce que l'arrêt de bus soit hors de vue. Je me suis effondrée sur un banc à l'extérieur d'un café. Ellie a grimpé sur mes genoux. Son petit corps tremblait de sanglots qui me brisaient le cœur. Pourquoi les gens sont-ils si méchants, maman? Je lui ai caressé les cheveux, une boule montant dans ma gorge. Je ne sais pas, ma chérie, mais tout ira bien. Elle m'a regardé avec les yeux confiants de Dane. J'y ai vu le reflet de mon sang-froid qui s'effilochait. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant, quelle que soit l'intensité de la tempête qui faisait rage en moi. C'est alors qu'une serveuse est sortie, nous regardant d'un air méfiant. Et, on ne traîne pas ici. L'humiliation m'envahit tandis que des yeux errants s'arrêtent pour nous dévisager. Saisissant la main d'Ellie, nous nous dépêchâmes de repartir. Tout en marchant, j'ai entendu des bribes de conversation aux arrêts de bus et dans les cafés que nous avons croisés. Des gens qui se plaignent de la pluie, des projets de week-end excitants, des gens normaux qui mènent une vie normale. Alors qu'Ellie et moi errions comme des parias, accablés par la cruauté de Marla, personne ne nous accordait un second regard. Le soir venu, des ampoules suintaient dans mes chaussures. Mon gilet trempé n'apportait que peu de chaleur alors que la pluie reprenait de plus belle. Nous nous sommes réfugiés dans une station de métro, blottis l'un contre l'autre sur des sièges en plastique. Les banlieusards passaient devant nous avec agacement ou indifférence. Nous n'étions pas à notre place dans leur monde ordonné. Alors que nous étions assis, grelottants, une bande d'adolescents s'est approchée. Leur regard audacieux s'est posé sur moi. L'un d'eux se lèche les lèvres en appelant ses amis. Les petits poissons semblaient s'être égarés de l'école. Peut-être avons-nous aidé à les ramener chez eux, ils riaient d'une ignoble plaisanterie secrète. J'ai eu la chair de poule, mais j'ai croisé son regard sans broncher. Nous ne voulons pas d'ennui, merci. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Leur chef souriant s'est penché vers moi, son souffle chaud m'assaillant. Oh, mais nous pouvons vous montrer, mesdames. Un peu de plaisir. C'est alors qu'un agent de sécurité s'aperçoit de l'agitation. Les jeunes se sont dispersés dans la foule. Alors que nous rentrions chez nous dans le métro, Ellie a demandé d'une petite voix, « Maman, pourquoi les gens sont-ils si effrayants? Est-ce que nous avons l'air méchants ?» Mon cœur s'est brisé. Ma courageuse fille ne méritait pas cela. Elle avait besoin d'être élevée, pas d'être exposée au sombre dessous d'une société dépassionnée. Tout cela était l'œuvre de Marla. Alors que nous marchions dans les rues vides jusqu'au refuge voisin, un désespoir morne m'envahissait. Nous étions à la dérive, avec des portes qui nous claquaient au nez à chaque tournant. Des proies faciles pour les goules urbaines. Ici, nous n'avions aucun droit, aucun allié. A eu moins, le personnel du refuge était gentil. Ils ont apporté de la soupe et des couvertures et ont laissé Ellie choisir un jouet abîmé dans une boîte à dons. Mais nous dormions difficilement sur des lits de camp dur. À l'étroit parmi d'autres sans-abri. L'air était chargé d'odeurs âcres de corps confinés, de cigarettes et de vêtements non lavés. Chaque bruit me réveillait en sursaut, serrant Ellie contre moi dans la pénombre. Au matin, ma détermination s'est transformée en une fureur froide. Lorsque la société normale vous rejette sans ménagement, vous devez faire justice vous-même. Les lois ne s'appliquaient pas à nous, les vagabonds. Alors pourquoi devrais-je me plier à des règles qui nous laissaient tomber, ma fille et moi? Le lendemain matin, alors que nous rassemblions nos maigres affaires, une jeune femme s'est précipitée vers nous. « Excusez-moi, êtes-vous Serafina ? Quelqu'un a laissé un message étrange pour vous. » Elle me tendit une note griffonnée qui disait simplement « Je peux vous aider. Rendez-vous à la fontaine de Lyon Plaza à midi. » Mes yeux se sont rétrécis. Était-ce une ruse de Marla?
Un piège pour nous attirer et nous enfermer définitivement? Peut-être avait-elle engagé des voyous locaux pour régler définitivement son problème. Je froissai la note, prête à la jeter, puis je m'arrêtai, le lissant sur mon genou à la place. Celui qui avait écrit cette note semblait savoir que nous avions désespérément besoin d'aide. Que avions-nous encore à perdre en les écoutant? Je devais prendre le risque, pour le bien d'Élie et pour le mien, car la fureur qui mijotait en moi ne demandait qu'à jaillir, n'ayant besoin que d'un canal. Si cette mystérieuse rencontre me donnait cette chance, alors qu'il en soit ainsi. Et la détermination s'est transformée en un abandon téméraire et peut-être qu'un soupçon d'espoir est apparu au fond de moi. Nous nous rendrions à ce rendez-vous de la place du Lion, notre avenir reposant sur ce qui nous y attendait, qu'il s'agisse d'un piège ou d'une bouée de sauvetage. Et la place des lions se profilait devant nous. Une statue de lion gardant sa façade brillante. Élie me serra la main tandis que nous naviguions parmi les professionnels élégamment vêtus qui se déplaçaient avec détermination. Nous nous distinguions par nos vêtements froissés, et nous recevions des regards de côté et de loin. Près de la fontaine bouillonnante, une femme scrutait la foule avec attention, et lorsque nous nous approchâmes, elle se mit à sourire. Sarafina? Je suis ravie que vous soyez venue. Je m'appelle Nina. Son attitude chaleureuse me surprit. Je me crispai, prête à attraper Élie et à m'enfuir. C'est Marla qui t'envoie? Est-ce une sorte de piège? Nina cligna des yeux. Tu veux dire Madame Marla? Oh, mon Dieu, non. Mais on dirait qu'elle vous a mis à rude épreuve. Ses sourcils se froncent d'inquiétude. Wirly, demandai-je, qui es-tu et que veux-tu? Nina indique d'un geste un café tout proche. Une fois assise avec des tasses de chocolat chaud, elle a commencé. Je suis avocate spécialisée dans la justice sociale. J'ai reçu votre dossier récemment. Elle me montre une chemise brune portant notre nom de famille. Je m'occupe des litiges liés au logement et des expulsions injustifiées. Vous pouvez donc nous aider à récupérer notre maison auprès de Marla. L'espoir et la suspicion rivalisaient en moi. Je vais certainement essayer. Ce qu'elle a fait est illégal à bien des égards. En tant qu'épouse de Dane, vous avez autant de droits qu'elle sur cette maison. J'ai juste besoin de quelques détails pour monter un dossier solide. À au cours de l'heure qui a suivi, j'ai raconté toute l'histoire. Des années d'abus subtils, le sentiment de ne pas être le bienvenu dans ma propre maison, Élie et moi chassés et mis à l'écart comme des criminels. L'indignation de Nina grandit. C'est absolument répréhensible. Ne t'inquiète pas. Je me battrai bec et ongles pour toi. Cette horrible femme a besoin d'un rappel à l'ordre. Laissez-moi vous aider à obtenir justice. Son soutien véhément m'a semblé étranger après des jours d'indifférence de la part de la société. Je me suis surprise à hocher la tête et à accorder une confiance timide à cette étrangère au tempérament de FEU.ET. Maintenant, je me suis demandé ce qu'il en était. Avons-nous une chance décente contre les avocats de Marla? Plus que décente, a déclaré Nina. J'ai fait quelques recherches sur Madame Marla. Savais-tu qu'elle était accusée de fraude fiscale et de détournement de fonds de pension? Je suis restée bouche bée lorsqu'elle m'a montré des articles détaillant les activités financières douteuses présumées de Marla. Cela nous donne un sérieux avantage, poursuit Nina. Je propose que nous forcions la médiation pour récupérer l'accès à votre maison le plus rapidement possible. Puis que nous demandions un dédommagement financier complet pour ces dernières semaines. Marla vous doit beaucoup. Mon esprit s'emballe. L'espoir et la soif de vengeance s'entremêlaient en moi. Nina m'a pris la main. Je ne me reposerai pas tant que justice n'aura pas été rendue. Je te promets que Marla n'a pas choisi la bonne fille pour s'amuser cette fois-ci. Son sourire d'acier reflétait la froide détermination qui se cristallisait en moi. La leçon était claire. Face à l'adversité, les douces taisent tandis que les féroces s'élèvent. Rassemblant mon courage et mon indignation, je les canaliserai avec précision pour réduire Marla à sa plus simple expression. Les jours qui suivirent passèrent dans le flou.
Nina a déposé des injonctions tandis que j'ai fait des déclarations aux enquêteurs concernant la fraude financière de Marla. L'envoi de l'avis d'expulsion me paraissait délicieusement poétique. Pour la première fois, je détenais le pouvoir tandis qu'elle se démenait pour s'en sortir. Bientôt, nous avions une date de procès où Marla devrait rendre compte publiquement de l'expulsion injustifiée, de l'abus et de la mauvaise utilisation des biens de mon mari. Et la nuit précédente, je restais éveillée, jouant des scénarios de confrontation, la disparition de Marla devenant une obsession qui illuminait mes journées. Nina a suggéré que le pardon pourrait m'apporter la paix. Je n'étais pas d'accord. Seul le fait de voir Marla dépouillée de sa fierté, de sa richesse et de son statut me satisferait maintenant. Elle avait réveillé une fureur vindicative qui ne serait apaisée que par sa ruine absolue. Mes rêves n'avaient aucune pitié non plus, mettant en scène Marla suppliant à genoux le pardon que je ne lui accorderais pas. Je voulais qu'il soit écrit qu'elle renonçait à tout droit sur notre famille. J'avais envie de la broyer dans la boue, émotionnellement, financièrement, existentiellement. Il fallait qu'elle comprenne pleinement ma souffrance. Dans la lumière dorée de la salle d'audience, le lendemain matin, j'ai serré Ellie contre moi. Ma fureur attendait son heure avec impatience. D'une manière ou d'une autre, Marla paierait le prix de sa cruauté d'aujourd'hui. J'en étais totalement certain, sans l'ombre d'un doute ou d'une hésitation. La justice serait rendue, par la loi ou par mes propres mains, si nécessaire. Le claquement des talons de Marla résonna comme des coups de feu dans la salle d'audience silencieuse. Je me stabilisais tandis qu'elle s'approchait de la barre, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Son regard glacial me transperça le crâne. L'audience s'est déroulée efficacement grâce à la documentation minutieuse de Nina sur les méfaits de Marla. Alors que le juge passait en revue les témoignages signés, Nina s'est penchée vers moi. La loi est de notre côté, mais elle refuse de transiger. Préparez-vous. Elle veut du sang. Lorsque Marla s'est présentée à la barre, sa voix a rempli la salle. Ces allégations sont grotesques. J'ai consacré ma vie à mon fils. Puis cette femme l'a séduit avec une grossesse intentionnelle. Elle a pointé un doigt vicieux dans ma direction. Ils ont profité de mon foyer pendant des années avant de retourner mon propre fils contre moi. Et la salle s'est mise à émettre des objections tandis qu'elle continuait à déverser son venin sur ma trahison et ma tromperie. Le juge frappait son marteau avec impatience tandis que mes ongles creusaient des croissants dans ma peau. Le juge a ordonné à Marla de s'en tenir aux faits. J'avais envie de sauter par-dessus les bancs et de la bâillonner moi-même. À la fin de sa diatribe, Nina se leva rapidement. Niez-vous avoir commis des fraudes financières à répétition pendant des décennies, y compris le mois dernier? Certainement pas. Le regard de Marla s'assombrit. Des comptables sans éthique ont commis des erreurs d'écriture que j'ai l'intention de rectifier. C'est intéressant. Nina soulève des documents détaillant les dettes de Marla sur les cartes de crédit et les prêts irrécouvrables. Donc, imitez la signature de votre fils pour effectuer des paiements boursiers en son nom cette année seulement n'était qu'une erreur d'écriture? La salle d'audience s'agite. Marla a visiblement blêmi, mais a rapidement retrouvé son calme. Comme je l'ai dit, des erreurs se sont produites à cause de comptables auxquels je ne peux manifestement plus faire confiance. Ainsi que des déclarations sous serment. Nina a poursuivi en décrivant les témoins qui ont attesté de la violence psychologique et du comportement contrôlant de Marla à mon égard. La secrétaire de Dane a confirmé avoir intercepté mes appels à l'aide sur les instructions de Marla. À chaque révélation accablante, je me délectais de voir la façade de Marla s'effondrer. Ses doigts s'inquiétaient continuellement des perles qu'elle portait à la gorge. Sous le poids des faits, sa toile de mensonges s'effondrait brin par brin. Enfin, Nina a conclu en attestant que l'expulsion elle-même était illégale pour de multiples raisons. À la fin des plaidoiries, une tension palpable étouffait la salle. Lorsque le gravier a frappé, mon cœur a fait un bond. Au vu des preuves factuelles, le tribunal se prononce en faveur de la plaignante, confirmant ses droits légaux sur le logement et les biens qui y sont associés. Un bruit de chute a fait pivoter les têtes vers Marla. Des perles s'éparpillaient sur le sol, là où elle avait arraché son collier avec fureur. 2 gardes armés l'encadraient,
tandis qu'elle tremblait d'indignation. Lorsque Nina m'a serré la main, le nœud dans ma poitrine s'est enfin desserré. J'avais envie de fondre de soulagement. Au lieu de cela, j'ai dit clairement, « Merci, votre honneur, d'avoir rendu la justice aujourd'hui. » Marla m'a craché du venin jusqu'à ce que les gardes l'escortent vers la sortie. Et la salle s'est rapidement vidée, les gens me serrant la main et louant mon courage. Dans un élan de glorification, j'ai signé l'ordonnance du tribunal m'accordant le pouvoir sur les biens et le personnel de la maison. Nous avons réussi. Nina a pleuré en me serrant dans ses bras. J'ai expiré longuement, me sentant vidée et presque déçue. D'une certaine manière, le lent effritement de Marla ne m'avait pas suffisamment satisfait. J'avais envie de lui faire perdre son sang-froid, pas seulement de la vaincre légalement. Comme si elle lisait dans mes pensées, Nina m'a dit doucement, « Je sais que tu espérais aussi des excuses émotionnelles. Mais la loi a rendu la justice malgré tout. Concentre-toi sur le fait d'aller de l'avant, loin de la toxicité et vers la stabilité et la paix. » J'ai acquiescé, sachant qu'elle parlait avec sagesse. Mais mon cœur grondait toujours pour se venger. Je n'étais pas encore rassasiée. J'avais envie de faire sécher Marla moi-même. Alors que nous sortions dans la chaleur du coucher de soleil, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Un message de Dane s'est affiché sur l'écran et mon cœur s'est arrêté. J'ai hâte de voir vos visages quand je vous surprendrai demain. J'ai relu le texte de Dane. Mon estomac s'est retourné. Comment allais-je lui expliquer ces mois difficiles? Pire encore, comment Marla allait-elle déformer les événements pour me vilipender? Elle lui tendrait sans aucun doute une embuscade en premier. Tandis que Nina nous conduisait à l'hôtel pour la nuit, je me demandais ce qui m'attendait à la maison. Je devais intercepter Dane avant que la version sélective de Marla n'empoisonne son esprit. À l'aube, j'étais une boule de nerfs faisant les 100 pas dans la modeste chambre. Et la journée d'aujourd'hui allait permettre de tester les limites de la dévotion de Dane. Notre mariage pouvait-il résister aux manœuvres de sa mère? Il connaissait sûrement mon esprit, mon engagement inébranlable qui transcendait la laideur de ces derniers temps. Mon téléphone a reçu un message nous convoquant d'urgence à la maison pour discuter d'incidents récents. Mon cœur s'est effondré. Mes soupçons se sont confirmés. Marla s'était déjà emparée de mon mari à son insu. Le trajet jusqu'à la maison s'étire à l'infini. Je répétais les défenses contre les attaques imaginées. Ellie somnolait, inconsciente du nid de vipères qui nous attendait. Enfin, les imposantes portes en fer de Marla s'ouvrirent. Des souvenirs, tendres, tempétueux et traumatisants, inondèrent mes sens. Dans le hall d'entrée se tenait Dane, usé par le voyage mais entier. Nos yeux se sont croisés. Et dans son regard brun profond tourbillonnait l'incompréhension, la blessure. Et était-ce de la méfiance? Avant que je ne puisse bouger, il s'est avancé. Et elle m'a serré dans ses bras, ce qui m'a semblé superficiel. J'ai entendu la voix stridente de Marla dans le salon, crachant sans doute sa version romancée. Dane m'a relâché, me tenant à bout de bras. Que s'est-il passé ici? Maman a dit, enfin, elle a déité. Et la confusion s'est emparée de son beau visage, autrefois épargné par les doutes. J'ai ouvert la bouche, mais Marla a surgi, spectre imposant en soie noire. Dane, heureusement que tu es venu. Elle s'accroche à son bras avec possessivité. Cette femme a perdu la tête, je le crains. Elle m'a envoyé des avis juridiques scandaleux pendant ton absence, et a même appelé la police pour lancer des accusations farfelues. Ce n'est pas vrai, m'écriai-je. Elle a abusé et expulsé Ellie et moi illégalement. J'ai des décisions de justice, des mensonges. Les yeux de Marla se sont illuminés. Elle a essayé de mettre à sac nos biens familiaux, à retourner contre moi le personnel sentimental que je traitais comme les miens. Dane avait l'air complètement déconcerté, son regard allant d'une personne à l'autre. Alors que les accusations se chevauchent, il lève la main avec force. C'est assez. Il est clair qu'il y a plus que ce que je comprends. Mère, laissez Serafina parler sans l'interrompre. Je pense que la médiation de demain nous fera du bien.
J'ai expiré de soulagement. L'intégrité de Dane s'est manifestée malgré les jets de boue. Cependant, son attitude distante qui s'ensuivit me piqua cette nuit-là. Nous avons dormi dans des chambres d'amis séparées, car il insistait pour que nous restions impartiaux pour le moment. L'idée que le poison de Marla puisse s'infiltrer dans les moindres recoins de notre mariage m'a retourné les tripes. Le lendemain soir, Dane nous a réunis dans le bureau lambrissé de bois de rose. Marla était assise, le visage impassible, trop rongé et les yeux bandés. Son regard promettait la vengeance. J'ai exposé notre cas calmement, puis j'ai présenté des documents corroborant les événements, des rapports de police, des témoignages, y compris ceux d'anciens employés que Marla avait licenciés. À chaque trahison révélée, son expression se figeait davantage. Pourquoi le tribunal s'est-il prononcé en faveur de Serafina si ces accusations n'étaient pas fondées, mère demanda finalement Dane. Marla balbutia vainement, mais les insultes vicieuses se tarirent sous son regard scrutateur. J'ai conclu doucement en faisant preuve d'empathie à l'égard des liens familiaux qui se brisent sous la contrainte. Des appels à la réconciliation ont été lancés, mais Marla les a rejetés d'un revers de main. Dane a passé une main lasse sur ses yeux. Je vois suffisamment de preuves pour comprendre qu'une injustice flagrante s'est produite en mon absence. Il me prit alors la main. Comme un baume sur mon esprit meurtri. Marla se leva, livide. Tu choisirais cette femme plutôt que ta propre mère. Elle a ensorcelé ton esprit. Dane la regarda fixement. Il n'est pas question de choisir une équipe ici. J'agis simplement sur la base de faits et de principes que nous devrions tous respecter. Sa moralité inébranlable a tempéré le désir de vengeance qui persistait dans mon cœur. Au lieu de cela, la grâce y a pris racine. Notre nouvelle vie s'est épanouie sans l'ombre de Marla. Ses appels contre les décisions de justice ont échoué à plusieurs reprises. Avec l'argent récupéré de ces années de tromperie financière, j'ai nourri des rêves pour l'orne dans l'air vicié. Ellie s'est épanouie grâce au mentorat affectueux de Dane. 6 mois paisibles se sont écoulés avant que l'inspecteur Maurice ne sonne un matin. Marla avait fait une overdose de médicaments mélangés à de la vodka. Sa note d'adieu ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle avait l'intention de dévaster Dane. Un dernier plan de vengeance d'outre-tombe. Dane a pleuré sur son portrait. Je n'ai pas versé de larmes, ne ressentant que le soulagement de savoir que les efforts qu'elle avait déployés tout au long de sa vie pour détruire notre bonheur l'avaient finalement détruite à sa place. J'ai laissé tomber le téléphone, le choc se répercutant en moi. Marla était morte, par choix. La pièce bascula lorsque je m'enfonçai dans une chaise, me serrant contre un froid étrange. D'une certaine manière, il me semblait anticlimatique que sa présence toxique disparaisse du jour au lendemain. Après des décennies consacrées à critiquer chacune de mes respirations, elle m'a empêché de tourner la page en s'en allant de son propre chef. Elle est restée une énigme exaspérante que j'ai combattue en vain. En perdant, sa seule victoire a peut-être été de conserver ce masque de mystère voilant une noirceur innée. Ce soir-là, Dane est rentré chez lui, ébranlé. La police avait découvert des litres d'alcool cachés sous le lit de Marla, malgré les promesses d'abstinence qu'elle nous avait faites au fil des ans. Ses lettres non envoyées se déchaînaient au vitriol, me rendant entièrement responsable de son isolement misérable. Même de l'autre côté de la tombe, elle rejetait la faute sur le bouc émissaire qu'elle avait choisi. J'aurais dû ressentir de la fureur ou de la frustration. A eu lieu de cela. Une profonde tristesse pour la générosité gaspillée m'a envahi. Malgré les efforts de Marla pour éclipser mon esprit, elle n'avait fait qu'éclipser le sien. Des semaines se sont écoulées dans l'hébétude, à aider Dane à s'occuper de sa succession. Je craignais que sa mort ne creuse un fossé irréparable entre nous. Mais elle nous a apporté des révélations qui ont resserré nos liens. Dane a examiné les opérations bancaires et a découvert que Marla avait détourné des sommes considérables des entreprises familiales pendant des années. Elle l'avait trompé jusqu'aux montants exacts figurant sur les relevés des fonds fiduciaires. Sa trahison était profonde, même s'il lui avait pardonné et s'était montré indulgent tout au long de sa vie. J'ai moi-même connu intimement cette douleur, réalisé sa place et sa valeur dans la vie d'un être cher, qui n'était qu'un mirage et une illusion. Quel que soit le degré d'altruisme ou de générosité dont vous avez fait preuve,
Il s'évanouit à travers les lentilles tordues de l'égoïsme. C'est peut-être pour cette raison que Dane et moi nous sommes rapprochés après sa mort. Nous nous sommes enfin reconnus comme des âmes sœurs également marquées. Notre réconfort est né d'une honnêteté qui n'a que trop tardé. Avec la mort de Marla, le fardeau des attentes non réalisées s'est également envolé. J'ai observé des changements chez Dane. La douceur inébranlable a cédé la place à l'espièglerie et à une franche affection. Libéré de la présence critique de Marla, notre mariage s'est enrichi de racines résistantes aux intempéries de la tempête. Bientôt, des nouvelles plus légères ont tourné l'attention vers l'avenir. Notre famille allait s'agrandir avec l'arrivée d'un nouveau bébé en hiver. Dane était ravi, discutant immédiatement des plans pour la crèche et établissant des portefeuilles d'investissements éducatifs. Lorsque nous avons annoncé à Ellie qu'elle serait grande sœur, sa joie a illuminé la pièce. Le bébé peut avoir tous mes vieux jouets. Je l'aiderai aussi à s'occuper de lui. Nous serons gentils, je le promets. Son enthousiasme innocent a fait germer une idée sur laquelle Dane et moi avons réfléchi pendant des mois. En fin de compte, nous avons signé les papiers de garde nous accordant la tutelle légale de la plus jeune nièce de Marla, Alexandra. Élever simultanément un enfant de 3 ans et un nouveau-né était intimidant, mais nous étions déterminés à perpétuer l'héritage de Marla en posant les bonnes fondations. Peut-être qu'une rédemption symbolique s'est également glissée dans nos intentions. Alexandra était une enfant ensoleillée malgré son passé tumultueux. En lui tressant les cheveux chaque matin, mon cœur se gonflait d'une protection féroce pour son avenir. Tard dans la nuit, Dane et moi poussions nos 2 filles endormies dans leur lit en leur chuchotant des mots d'affection. Puis nous nous attardions sur les photos de Marla au fil des décennies, belle mariée rayonnant sous son voile, jeune mère dévouée câlinant son fils unique. Je me reconnaissais dans le regard qu'elle posait sur le nouveau-né Dane, ce besoin primaire d'élever le don le plus précieux de la vie, qui transcendait même notre histoire sanglante. Peut-être que l'humanité intérieure nous lie tous encore, même si elle est cachée sous des marées d'amertume ou de reproches. Et si l'on se donne la peine de percer la surface suffisamment loin, des lueurs peuvent émerger des profondeurs les plus troubles. Des images ont alors traversé mon esprit, Marla ajustant le collier de ma robe quelques instants avant que je n'épouse son fils, ces tentatives inégales pour préparer le gâteau d'anniversaire d'Ellie chaque année, de brefs interludes de quasi-connexion, mais qui n'ont duré que quelques instants avant que la méchanceté n'entraîne Marla à nouveau dans sa chute. C'est ainsi que notre danse turbulente a duré des années, sans jamais perdre le rythme, jusqu'au silence immobile de la perte, musique en sourdine, déformée par l'ire. Dans la lumière paisible du crépuscule, j'ai contemplé son portrait exposé en son honneur. Des ombres persistantes ont entaché sa ressemblance pour moi. Avec un soupir d'acceptation, j'ai finalement laissé les fardeaux ternes glisser leurs crochets têtus de mon âme. L'aube de demain me semblait déjà plus lumineuse. Je me suis réveillé avant l'aube, tiré du sommeil par une douleur inconnue. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de Marla, 1 an après que sa dernière attaque malveillante ait semé le chagrin entre Dane et Moi. Et la perte avait jeté les bases d'une croissance inimaginable. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, où Dane se tenait debout, regardant par la fenêtre, la tasse de café intacte sur la table à côté de lui. Sans mot dire, j'ai glissé ma main dans la sienne, la lumière du soleil illuminant lentement notre reflet dans la vitre. Je rêvais de ses dernières visites dans les galeries d'art avec moi, dit doucement Dane. Elle m'a appris à cultiver un œil pour les textures des coups de pinceau. Nous débattions des interprétations pendant des heures. J'écoutais en silence, ne me hérissant plus lorsque Marla habitait ses réflexions. L'année écoulée m'avait appris à compatir à la complexité de l'amour tel que la concevait Penn. Dane se retourna brusquement, l'urgence dans la voix. Je me suis excusée d'avoir été indisponible au moment où vous aviez le plus besoin de moi. Cela m'a fait mal de réaliser à quel point elle vous a laissé tomber, de façon si égoïste. J'ai serré sa main, notre réconfort circulant librement sans les contraintes de la fierté. Tu as gardé la foi, malgré tous les impairs? Ce que nous avons enduré a révélé qui avait vraiment les yeux pour voir notre essence. Dane a révélé qu'il avait définitivement fermé les comptes détournés de Marla, redirigeant les fonds vers des fonds fiduciaires pour Alexandra et nos fils.
J'aurais dû gérer moi-même ces finances malhonnêtes de manière plus astucieuse, a-t-il admis. Maintenant, l'avenir connaîtra la rectitude. Au fur et à mesure que nous parlions, une nouvelle perspective se dessinait, un air cristallin offrant une vue claire à des yeux perçant le voile, une topographie transformée de la vulnérabilité comblant les distances qui isolent. Et la journée s'est déroulée paisiblement, la maison remplie des rires d'Alexandra tandis qu'Ellie installait sa nouvelle poupée. Le soir, la solennité voilait à nouveau les yeux de Dane dans le restaurant préféré de Marla. Et la rançéure avait-elle entaché notre souvenir? Malgré la volonté de ne pas en arriver là, à notre retour, c'est un chaos animé qui nous a accueillis. Les enfants avaient éparpillé les coussins du salon pour créer une forteresse de jeux, et leur créativité extatique s'est répandue autour de Dane et moi, tandis que nous nous enfoncions en souriant. Le poids des blessures inexprimées semblait s'être envolé de nos épaules. Alors que je reposais ma tête sur son épaule, Dane m'a dit doucement que cet espace n'était pas disponible lorsque notre mère dominait notre psyché et notre maison, mais que les ouvertures d'Alexandra et du corps étaient toujours possibles. En vérité, les ombres ne pouvaient pas totalement écraser la lumière, mais elles étaient suffisamment audacieuses. Grâce à la résilience de la jeunesse, la bonté avait creusé des percées révélant des espoirs étincelants. Au-dessus d'une cheminée flamboyante, j'ai lu un verset de Rilke encadré et nouvellement monté. Laissez tout vous arriver, la beauté et la terreur. Continuez à avancer. Aucun sentiment n'est définitif. Ces lignes intemporelles évoquaient maintenant Marla de manière assez profonde. Nos vies entremêlées témoignent du fait que les défunts ne s'absentent jamais complètement de la vie qu'ils ont marquée. À travers le flux continu de la mémoire, les échos se répercutent au-delà de la finalité du départ. Les émotions distillées au cours de décennies difficiles tourbillonnaient continuellement entre nous tous, aspirant à la réconciliation. J'ai donc respiré profondément, invitant la compréhension à apaiser toute rançéure persistante. L'emprise du passé s'était suffisamment relâchée à présent. J'y fixais les flammes dansantes comme un voyant à la recherche de révélations et de braises incandescentes. J'ai eu envie d'exprimer des mots qui n'avaient jamais été prononcés à Marla elle-même dans sa vie. J'ai donc murmuré dans l'éternité. Puisses-tu découvrir l'amour abondant qui te dépasse ici, où les âmes se réunissent sans entrave. Quelque chose comme une consécration s'est répandu dans la pièce silencieuse à ce moment-là. Dane m'a serré plus fort. Ce nouveau lien était un sanctuaire qui nous protégeait des esprits capricieux qui erraient encore sur le terrain brumeux de la psyché. Bientôt, les rituels du coucher des enfants ont accaparé toute notre attention. Nous nous sommes plongés dans les chansons d'adieu et les comptines pour protéger leurs rêves du matin de ce jour. Alors que les deux filles s'endormaient, Dane a demandé: penses-tu qu'elle a trouvé une forme de paix? J'ai reconnu dans ses yeux la recherche d'une confirmation que la lumière intérieure avait percé l'obscurité de Marla quelque part. J'ai touché sa joue, plus de tendresse que de certitude m'animant. Ce n'est plus de notre ressort maintenant. Nous marchons sur ce terrain en nous fiant à notre propre lumière. Dehors, le ciel nocturne d'encre scintillait d'étoiles défiant l'entendement et pourtant rayonnantes. Quelle que soit la densité de l'obscurité, la luminosité persiste et invite à voir plus haut. C'est sur cette vérité que nous pourrions nous appuyer.